On est live. Oui, salut, on est live. Bonjour tout le monde, beau jeudi. Merci d'être avec nous, ceux qui sont déjà là ou pas là encore. On a la chance aujourd'hui très grande. J'ai la chance de recevoir des monuments du marketing. Les 2 semaines consécutives édition pilier du marketing québécois et on a la chance aujourd'hui d'avoir Jean-Jacques alias JJ Streliski. Salut. Ça se peut que vous le connaissiez pas, là. Il est seulement, c'est le moins connu, en fait, de la famille des Streliski. C'est ça. On a Mathieu, qui est la star du web. On a Léa, qui est la star de l'humour. Puis on a Alexandra, qui est la star de la musique et du piano. Donc, ça se peut que, ça se peut que Jean-Jacques, vous le connaissiez pas, mais quand même, pour ceux qui le connaissent pas, qui ont vécu dans un trou de marmotte pendant les dernières années, Jean-Jacques a été, c'est quoi, c'est le temps de la renommée du marketing, je pense? Non, c'est l'A2C qui a retiré ton... Eh oui, ils ont retiré mon chandail, t'imagines? Ça me rend jeune, ça. Tu sais, quand on te met au temple de la renommée, c'est salut ça, papy! Écoute, t'es là, puis moi, comme je le dis souvent, parce que pour la petite histoire, Jean-Jacques et moi, on s'est connus alors que je pense que c'est... est-ce que c'est Gaétan Lamoureux qui nous a présentés? Je ne saurais te dire. Quelque chose comme ça. C'est bien possible, c'est bien possible. Oui. Il me semble que c'est Gaétan qui nous a présenté. Puis depuis quelques années, je vais dans ton cours régulièrement. Puis on a beaucoup de plaisir ensemble. Puis je dis souvent que tu es le plus. Puis c'est vraiment. Je peux même pas croire que je vais dire ça maintenant, mais tu es le vieux le plus jeune que je connais. Parce que tu es toujours avec. T'es toujours curieux, tu veux tout le temps t'entourer des plus jeunes, des plus tannants, D'ailleurs, parlant de tannants, on s'est rendu compte tantôt qu'on s'est fait les deux renvoyer de l'école, donc au collège. Ouais. Au lycée, pour moi, oui. C'est ça. C'est un point en commun qu'on a aussi que moi j'aime beaucoup. Là, je comprends pourquoi on s'entend aussi bien. Ah oui, je peux te raconter une anecdote. Elle est triste, cette anecdote, parce que c'est un copain qui vient de décéder de la Covid en France et qui faisait des caricatures comme c'était pas permis. Et pendant les cours de maths ou les cours de latin, il nous faisait les caricatures de profs où il aurait caricaturé les devises latines. Et évidemment, on était écroulés de rire. Évidemment, on était insupportables. On était des gamins insupportables. Et à un moment donné, les profs, on pouvait plus. Alors. Écoute, c'est souvent les élèves que tu aimes le plus aussi, là, puis qui te fatiguent le plus, mais que tu aimes le plus. Mais en tout cas, on s'est rencontrés et c'est pour ça, puis tout ça, puis c'est bien qu'on parle de ça parce que finalement, aujourd'hui, on est réunis à cet apéro. C'est un apéro qui s'est décidé un peu on the fly cette semaine ensemble parce qu'on parlait d'enseignement ensemble. Oui. On a ce point en commun où, bon, évidemment, on n'est pas au même niveau, au même calibre, là. Moi, je suis un jeune enseignant. Toi, tu es un enseignant émérite, titulaire. Non, t'es titulaire d'une chose? Non, mais tu es responsable d'un programme. Tu es un vrai prof. Moi, je ne suis qu'un pauvre chargé de cours. Mais on a l'enseignement en commun. On a cette passion, je pense, de la communication, puis de partager nos anecdotes et notre savoir. Donc, puis en parlant ensemble cette semaine, on a décidé de faire ça sur l'enseignement en ligne parce qu'on a commencé à parler, puis on s'est rendu compte qu'il y avait des défis, puis on parlait de ces choses-là. Puis là, c'est là qu'on a dit pourquoi pas faire un apéro là-dessus. C'est une excellente idée. Et faire un apéro, on a toujours un peu quelque chose à célébrer. Et moi, je voudrais célébrer quelque chose dont je suis très fier, c'est l'arrivée de Jean-François Renaud dans le corps professoral du DSS en communication marketing, qui est dans sa refonte. Mais je te lève mon verre et je suis bien content de trinquer avec toi et de te souhaiter la bienvenue officiellement au DSS de communication marketing. Voilà. Alors, parce que Jean-Jacques, il faut partager à nos auditeurs ici présents qui ont aussi leur verre et à qui on fait et on souhaite la bienvenue et on remercie d'être présent avec nous. Que Jean-Jacques, en ce moment, pour ceux qui ne connaissent pas le DSS en communication marketing, c'est à peu près le diplôme je pense que c'est le diplôme qui a comme la meilleure réputation. C'est un peu le Intel Inside des gens en marketing et communication qui ont du succès dans notre industrie. C'est un diplôme qui a une grande envergure puis dont tu as hérité la grande honneur et responsabilité de refondre à l'automne. Oui, absolument. Et puis, avant moi, il y a eu
des gens comme Pierre Vallefait, dont on est obligé de souligner le travail gigantesque dans le DESS, parce que il ne l'a pas mis au monde. Il y avait des gens avant lui qui étaient là et qui l'ont mis au monde, mais l'esprit est resté un peu le même. Et dans le fond, l'esprit de cette réforme, plus qu'une refonte, c'est probablement de retrouver les bases de quelque chose qui a existé au départ et qui a fait le succès. Le succès, c'est toujours quelque chose d'improbable. Donc, le succès a été fait de la chose suivante, et on l'a su par après, c'est-à-dire une espèce d'hybridation. Une hybridation, c'est quelque chose dont on n'est pas certain, qui va naître, qu'on essaye, et on se dit, bon, est-ce que ça va prendre ou est-ce que ça va pas prendre? Alors, déjà, l'association des agences de pub à l'époque, qui ne s'appelait pas l'A2C, mais qui avait un autre nom, et évidemment, quelques personnalités d'agences se sont réunies pour dire, bon, il faut qu'on travaille le produit de formation, on a vraiment un réel besoin à ce niveau-là, et cette hybridation s'est faite avec quelque chose qui n'est pas toujours naturel, quoi. C'est vrai. C'était des professeurs plutôt académiques, hein, et puis des gens de la pub, hein, des bons noms, des bonnes pointures, oui, des praticiens, mais aussi des gens qui avaient la personnalité des publicitaires, un peu extravagants. Je pense à Patrick Baudouin, des gens comme ça, enfin, des gens qui étaient visibles. Et on a fait, parce que j'étais aussi un petit peu partie prenante de tout ça, on a fait une espèce d'hybridation, et HEC a vraiment joué le jeu. Donc là, les agences ont joué le jeu, l'association a joué le jeu. Bref, tout le monde s'est pris au jeu. Puis on se disait, bon, ben, c'est sûr que on va voir, mais au bout d'un an, ça va pas marcher. Les stars de pub vont s'emmerder dans l'enseignement. La coquille va être trop rigide. Ça va pas marcher. Puis ça a vachement bien marché. Pour des raisons qu'on peut expliquer aujourd'hui, c'est parce que c'était un cours sur lequel il y avait un réel besoin dans l'industrie. Et il faut réactualiser ce cours, et c'est un peu l'objet du défi et de mon enjeu à moi, qui n'est plus 20 ans, hélas, et de dire, tiens, allez, on va s'amuser avec un dernier truc pour essayer il n'a pas perdu de sa superbe, mais je veux dire, il faut le redynamiser, parce que le marché a changé, les clientèles ont changé, la vie a changé, et puis l'hypramédiatisation des sociétés fait que si le DESS en communication, en marketing s'intéresse pas à ça, ben, il va passer à côté. Ben, ça me fait penser, puis on va revenir au DESS après, parce que je serais curieux, oui. de voir comment la suite de notre discussion sur l'enseignement en ligne qu'on vit ces temps-ci va influencer ta réflexion sur le DESS. C'est pas ça qu'on y revient après. Mais ce que tu as parlé, tu as dit qu'on a fait une hybridation, tu as dit on a essayé, on a pris un risque, les gens y ont cru. Tu sais, donc, je pense que ça me fait penser à ce qui se passe en ce moment en enseignement. Moi, je donne 2 cours actuellement, puis on essaye des choses. Hein. Il y a vraiment l'école a été annulée pas plus tard que cet après-midi dans le Grand Montréal. Les profs, moi j'ai une copine qui est prof, qui est enseignante de primaire, c'est la panique un peu en ce moment. Il y a des gens qui paniquent, il y a des gens qui essayent des choses, il y a des gens qui n'essayent pas des choses. Ça me fait vraiment penser à ce qui se passe aujourd'hui dans le monde de l'éducation en général. J'allais juste te demander, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans les entrailles d'une université? Toi, tu es là-dedans, tu es à HEC. Comment ça se vit actuellement, tout ça? Ben, ça se vit à différents niveaux, ça se vit plus ou moins. C'est certain que j'allais dire la bestiole, hein, c'est un mauvais jeu de mots avec le virus, mais la crise nous force à des contorsions, à des choses qu'on n'a jamais fait dans l'enseignement. Les grandes institutions comme HEC, les grandes universités sont habituées à quand même une espèce de cadre assez rigide, bon, qui se veut un peu décontracté parce qu'on travaille avec des jeunes, mais je veux dire, dans le fond, la coquille, elle est assez fermée. Et là, la coquille, ben, elle éclate, et puis chacun doit y mettre un peu du sien pour, allez, je vais dire un gros mot, pour se démerder. D'accord? Eh bien, là, il faut se démerder. Donc, on est dans un enseignement, on n'est pas dans un enseignement en ligne, on est dans un enseignement de dépannage.
on se dépanne. Et puis, il y a des bons dépanneurs, il y a des moins bons dépanneurs, au sens de garage du terme, et on voit bien que là, eh bien, il y a des gens pour qui c'est épouvantable. Ah, je parle à certains de mes collègues, et c'est difficile parce que il faut se faire une toute nouvelle dynamique, hein, la dynamique des cours a complètement changé. Et puis, il y en a, au contraire, qui découvrent des habiletés qu'ils ne se soupçonnaient pas. Et ça, c'est un peu intéressant. Et puis, il y a tous les accidents technologiques qui pouvaient arriver, arrivent. Oui, mais c'est correct, ça, parce que tu essayes des choses, tu sais, je veux dire. Moi, ce qui m'écoeure, c'est ceux qui disent, ah, ben, on va attendre que ça soit fini, on fait rien. Non. Tu sais, regarde, essaye des choses. La première fois, ça va être une catastrophe. La deuxième fois, ça va être moyen. La troisième fois, ça va être incroyable, tu sais. Écoute, cette semaine, avec Camille Grange à HEC, tu dois la connaître, on donne un cours. Et c'est un cours où on accueille 8 entreprises, 16 entreprises, en fait, en 2 fois 3 heures, qui viennent faire un pitch. Et on les accueille, on les met dans la salle d'attente, dans Teams. On les met dans la salle d'attente, on les laisse rentrer, ils présentent, ils nous partagent leur écran, ils nous envoient le document, même le chat. Les étudiants posent des questions dans le chat. La personne réagit en même temps qu'elle est présente. Elle peut traiter la question sans se faire interrompre. Les documents s'échangent en une fraction de seconde. La personne sort, 15 minutes, c'est réglé, on a le pitch est fait. On en passe comme ça 8. Après ça, les étudiants se réunissent entre eux dans des sous-channels. Nous, on vient les coacher, on rentre dans le channel, on pose des questions, on regarde si ça va bien, on s'en va dans un autre channel. Écoute, c'est quelque chose que dans la vraie vie, ça serait moins efficace pratiquement. Certain. Puis, écoute, au début, on avait peur. Puis finalement, je veux te dire, ça va plutôt bien. C'est même plutôt intéressant comme format. Fait que, tu sais, moi, j'ai l'impression qu'il va même rester des choses de ça après. Là, tu sais. Mais c'est sûr qu'il va rester quelque chose et on va découvrir que l'enseignement en ligne, c'est pas exactement ce qu'on pensait. Parce qu'on va être fort de cette crise-là, on va sortir forcément différent. Ça va être vrai pour la petite école, ça va être vrai pour le secondaire, ça va être vrai pour l'universitaire, le collégial. On va se découvrir des talents aussi pour l'enseignement en ligne. Il va bien falloir. L'enseignement en ligne ne va pas disparaître après la crise. Non, il va se renforcer, il va se différencier et il va y avoir probablement des produits d'enseignement qui vont être très adaptés justement à cela. Et c'est tout à fait nécessaire parce que ça fait partie justement du tout numérique auquel on est maintenant qui s'impose à nous et ne pas le faire serait une grave erreur. Mais moi, j'ai passé pour la première fois de ma vie un examen en direct avec des étudiants et puis il y en a qui étaient en France qui se catastrophaient parce que le signal internet n'était pas au top, etc. Mais tout ça, on s'est démerdé et ce démerdage là c'est vraiment ce qui fait un peu comment dirais-je, le mot est peut-être un peu fort, mais le génie humain a besoin de la crise. On a tu sais, cette crise au pied du mur. On a toujours, tu as parlé de la peur tout à l'heure, et ces peurs-là sont nécessaires pour être transcendées et pour arriver à quelque chose qui obtient des résultats. Et les résultats sont pas du tout catastrophiques. Et même j'avais moi aussi des entrepreneurs qui étaient en ligne, etc. On se disait, attends, comment on va y arriver? Puis finalement, la vraie nature des gens est sortie, la nature des entrepreneurs, la nature des étudiants, la nature du prof, la nature de ceux qui leadaient les groupes. Puis finalement, ça s'est super bien passé à tel point que les gens en gardent un excellent souvenir. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On va faire quelque chose. Qu'est-ce que toi, là, t'en as donné des cours en ligne? Tu t'en donnes ces temps-ci? Oui, bien sûr. Est-ce que tu es mieux... Moi, on m'a demandé à HEC, puis no offense HEC, on m'a demandé de donner des cours asynchrones, pardon. Donc, des cours où je peux enregistrer quelque chose et le mettre sur la plateforme et ne même pas avoir besoin de me présenter à mon cours. D'un point de vue paresse, ça serait vraiment génial, mais moi, j'ai refusé de faire ça. J'ai décidé de le faire quand même en présentiel. Et il voulait pas ça. Il encourageait le non synchrone, dans le fond. Il encourageait. Et ça, j'ai pas compris parce que. C'est facile à comprendre. Ben, c'est la facilité, c'est le choix de la facilité. C'est le contrôle. Les universités aiment les choses qui se cadrent et qui se contrôlent. Donc, on est sûr qu'il n'y aura pas de pépin. Il a enregistré son truc. On va pouvoir le mettre en ligne et ça va marcher. Donc, il y a cette livraison-là nécessaire qui
Mais, oui, je comprends très, très bien la situation. Je comprends pourquoi on t'a demandé ça. Oui. Je ne sais pas toi, mais tu sais, moi, quand je vais dans un cours, quand je vais dans ton cours, quand je vais dans le cours de n'importe quel prof, quand je vais dans mes propres cours, ce que j'aime, c'est le contact en temps réel avec les étudiants. C'est les questions naïves des étudiants. Pas naïves dans le sens naïves dans le sens qu'ils ne sont pas nécessairement sur le marché du travail, puis ils n'ont pas encore ces espèces de contraintes qu'on se met à tous les jours quand on est dans le marché du travail. Ils posent des questions intelligentes, rafraîchissantes. Et c'est ça, moi, qui me fait du bien, c'est ça qui me nourrit. Puis j'ai pas ça, je souhaite une vidéo dans un intranet à quelque part. Là, je veux être en contact. Mais c'est parce que tu es un prof dans le sang. Sans les étudiants et sans le direct, sans ce rapport aux étudiants, l'enseignement est amputé de 50% de sa valeur. Regarde, c'est évident qu'on a besoin. Moi, j'ai énormément besoin de mes étudiants. D'abord, ils me rajeunissent. Ensuite, ils me confrontent. Ils me font réfléchir. Je veux dire, ça m'amène dans leur dimension, parce que ce qu'on fait, c'est pour eux. Ce qu'on fait, c'est ce besoin. Enfin, moi, c'est mon cas. J'ai envie d'être un agent de transmission. Je veux transmettre des choses, mais je veux pas être tout seul à transmettre. Je veux interagir. Je veux qu'il y ait une pédagogie inversée quelque part qui arrive à un happening. Et c'est ce qui fait la beauté d'un cours. Les étudiants adorent ça. D'ailleurs, ça, des fois, tu n'as pas l'impression, quand tu donnes un cours en ligne, d'être un peu devant un genre de mur où il n'y a pas d'interaction. Oui, bah c'est comme au théâtre, c'est un peu difficile ça. Ça, c'est le côté qui est déplaisant, surtout que tu n'as pas de contrôle comme au théâtre sur la qualité de l'audience. Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que j'ai retenu l'attention? Tu sais, c'est quand il s'appelait Arthur Miller qui disait quand tu parles, c'est pas ce que tu dis qui est important, c'est ce qui passe dans la tête des autres. Tu vois, c'est qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce que vous pensez, est-ce que j'ai réussi à vous interpeller dans ce moment-là, ou alors au contraire vous avez zappé avec vos copains, vous êtes sur Facebook ou sur autre chose. Et tu vois, c'est garder cette attention. Alors ça, le grand angoisse du cours en ligne, c'est ça. Est-ce que je les ai perdus ou est-ce que je les ai gardés? Alors des fois, tu fais des petits signaux, tu envoies des trucs, tu poses des questions, comme les vieux profs, répétez ce que je dis, machin. Et c'est un peu comme ça que que je conçois aussi l'enseignement. C'est tout en ligne, c'est tout ce qui va le rendre beaucoup plus interactif, beaucoup plus vivant, beaucoup plus relationnel. Tiens, voilà le mot que je cherche. On a besoin de cette relation aux autres. Tu sais, quand tu viens dans mon cours et puis que t'as pas de PowerPoint et puis tu m'as dit il y en aura pas de PowerPoint, moi j'adore ça parce que je sais ce que tu vas dire, je sais que ça va être cadré, puis je sais qu'à un moment donné, tu vas prendre un exemple de canne à pêche chez Canadian Tire pour montrer comment. Et là, tout à coup, ça se recristallise autour de toi, puis tu peux expliquer ton cône à l'envers, et tout le monde est content. Et c'est ça un cours. Ça ne peut pas être autre chose, un cours. Ça, c'est le coup qui me manque. J'ai donné un cours, il y a d'ailleurs un de mes étudiants du MBA que j'ai vu passer, Nicolas, je te salue. J'ai donné un cours l'autre fois avec vraiment la caméra pointée sur un tableau blanc physique. Écoute, c'était vraiment n'importe quoi. Et ça me manque, le côté. Parce que moi, j'aime le tableau blanc. Tu le sais, on s'obstine à chaque fois. Tu veux que j'amène un PowerPoint, moi, je ne veux pas en amener. C'est un mélange de paresse parce que tu n'as pas le temps de mettre un PowerPoint à jour et de réellement le désir de communiquer. Parce que je me rends compte. Tu sais, moi, j'ai été dans la première 98, mon matricule à HEC, ça veut dire 1998. J'avais les ThinkPads, là, tu sais, épais comme ça. Je pense que j'étais la 2e ou 3e année des ThinkPads. Donc, j'ai vu ce qui se passait derrière l'écran pendant que le professeur parlait. Tu sais, M. Nantel, je suis vraiment désolé, mais on jouait, des fois, j'ai joué avec mon associé actuel, Simon, on jouait à un jeu qui s'appelait Worms en arrière, là, tu sais, on jouait là, pendant les cours, là, je veux dire, littéralement. Là. Et je sais que les étudiants font ça, puis étant donné que je le sais qu'ils font ça, moi, mon truc du tableau blanc, c'est pour les berner. Parce que quand on leur montre le PowerPoint, moi, dans ma tête, ce qu'ils se disent, ils regardent le texte d'un PowerPoint quand on le met à l'écran, et ils se disent « Ah, ça, je connais ». Puis dans leur tête, ils font une espèce de check. Ils disent « Ça, je connais, je peux arrêter d'écouter, je peux continuer à faire autre chose ». Et c'est un préjugé que j'ai envers eux, là, ceci dit, mais c'est comme ça que moi, je le sens quand je suis en avant. Ouais. Puis avec le tableau blanc, j'ai l'impression le fait de construire l'histoire à mesure, ça oblige l'audience finalement à être un petit peu plus active dans le processus. C'est ça. Fait que c'est pour ça que j'aime le tableau blanc. C'est parce que je sens qu'ils sont plus là.
Puis quand ils sont pas là, je peux leur faire m'aider à remplir le tableau blanc. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis ça, j'ai pas trouvé encore la solution pour le rendre de façon digitale le fun. Ah, voilà. Ça, c'est le bout qui fait le plus peur, c'est-à-dire c'est toujours ça, la perte du contrôle. On veut la maîtrise de la technologie, et puis toi, tu vas essayer des choses, mais il y a des profs qui déjà partager un écran, c'est laborieux. Il y a plein de choses comme ça qui font peur parce qu'on a peur de perdre le contrôle. Et les profs aiment être en contrôle, mais c'est humain, donc faut pas leur en vouloir. Mais c'est vrai que quand on se lâche loose, puis on peut se casser la gueule. Ben, ça fait partie de la game. Et puis l'enseignement, faut qu'il évolue aussi dans ce sens-là. Tu sais, le prof ne peut pas incarner un savoir formel. Il faut au contraire qu'il donne un peu de sa fragilité aussi et de son humanité. Tiens, voilà le mot qui nous manque à tous. C'est ce mot-là. Il y a Jean-Philippe Moreau qui demande ici, puis je trouve ça bien. Il dit comment peut-on évaluer la différence réelle de l'apprentissage asynchrone versus le relationnel? Sais-tu si ça existe? Y a-tu des études là-dessus qui disent justement à quel point la relation directe comme ça, c'est plus fort, la capture d'informations, l'enregistrement d'informations? Y a-t-il des études là-dessus? Je n'ai pas ces informations-là, mais je connais des gens qui sont via Mosaïque, qui aiment toute cette question-là, et en particulier la question de la pédagogie inversée. Et eux, je pourrais leur poser la question. Vous allez taper Jean-Charles Chaillet, ou Caillé, C-A-I-2-L-Z, il est de l'université de Lille et c'est un des grands spécialistes de la pédagogie inversée. C'est un homme charmant et il a probablement d'ailleurs lui déjà des réponses à ces questions-là. Maintenant, est-ce que spécifiquement il touche l'enseignement en ligne? Sans doute aussi. Mais il est certain que même si on n'a pas des mesures, on a quand même des feelings. Bon, dans les cours en présentiel, c'est facile de mesurer une classe et puis c'est facile d'aller chercher l'attention en haussant la voix. Il y a des vieux trucs. Mais en ligne, c'est vrai que, et c'est ce qui nous fait le plus peur. On n'est pas là. Mais des fois, avec certaines plateformes, on arrive quand même à bien interagir. D'ailleurs, c'est très drôle parce que j'ai constaté que c'est aussi les étudiants qui sont plus nerveux que les profs. C'est toujours le cas parce qu'il y a des examens, des choses comme ça, mais on les sent aussi nerveux. Alors le rôle, à ce moment-là, le rôle du prof, c'est de dire « Attends, respire par le nez, là, ça va bien se passer, tu vas voir, on va y arriver. » Mais moi, j'adore ça, faire ça, j'adore. Toi, là, quand tu es dans un cours, est-ce que tu demandes aux gens de laisser leur caméra allumée ou fermée? Je m'en fous. Tu t'en fous? OK. Ouais, non, c'est parce qu'une des bonnes pratiques qui circulent, c'est de fermer la caméra. Mais moi, ça me rend fou, là. Je veux dire, je m'en fous. Je vois tout le monde. Même que HEC dit on doit utiliser Teams, par exemple. Oui, ça dépend. Non, on a une autre plateforme là qui est en rodage qui s'appelle VIA. Et apparemment, ça donne d'excellents résultats. C'est cette formation que je vais suivre prochainement. Est-ce que tu vois tout le monde avec VIA? Ah, tu vois tout le monde. Et puis alors, il y a des capacités intéressantes. J'ai parlé avec un de mes amis qui connaît bien la plateforme. Il est à coquiner, je pense, avec le producteur ou quelque chose comme ça. Et il m'en a vanté les biens et les mérites. Et il dit tu peux faire, c'est un peu un principe cinématographique à la limite, toi. Donc il y a vraiment beaucoup d'effets qu'on peut arriver à faire, des zooms, tout ce qu'on peut voir. Les zooms, c'est bien. On dit c'est une entreprise québécoise, VIA? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose, je ne saurais pas te dire, mais je peux parler à mon contact qui m'en indiquera bien en tous les cas. OK. Sinon, tu vois, ici, justement, il y a mon ami Myriam ici qui dit que une entreprise québécoise, est quelque chose qui sort avec le tableau blanc et que j'aimerais beaucoup essayer d'ailleurs, c'est le tableau transparent. Oui, j'ai vu. Tu as peut-être vu le Succès scolaire, ont lancé une initiative, puis il est devenu Marie-Ève, je pense Madame Marie-Ève, qui est devenue la coqueluche des enfants québécois, qui enseignait à tous les niveaux pendant 30 minutes par jour. Et elle est comme derrière son tableau, et c'est magnifique visuellement. Et c'est une entreprise québécoise qui s'appelle EdLive, donc, qui a lancé ça. Et c'est une start-up québécoise, donc, en tout cas, moi, ça m'intéresse vraiment de l'essayer. Donc, message à EdLive, j'aimerais beaucoup, moi, faire si on peut s'organiser, ça serait bien. Fait que, et je pense que, puis ça m'amène un peu,
d'après toi, tu sais, j'étais curieux parce que on parlait tantôt du. Oh, mais attends, avant d'aller là, je vais retourner au DSS, mais avant d'aller là, je voulais te demander justement. Teams, moi, ce qui me fait capoter avec ça, c'est qu'on voit 4 personnes. Puis quand je vois seulement 4 personnes, puis je sais qu'il y en a dans mon cours en ce moment, on est 40, puis j'en vois 4, puis j'en vois même 2, parce qu'en général, je vois moi-même et Camille, avec qui j'enseigne. Puis là, 38 étudiants que je vois pas. Puis là, j'ai vraiment, à chaque 15 minutes, je leur demande de me faire un signe dans le chat parce que sinon, j'ai l'impression que je me sens seul. Parce que Teams, tu la joues à caméra et à micro fermé, hein, en plus, parce que dans le fond, Teams, c'est des gens qui parlent et puis il y a une bande passante à côté qui te montre la conversation, dans le fond, qui se déroule. Mais c'est pas effectivement, c'est pas la panacée, on va dire. Par contre, c'est très très bien pour les petits groupes, les petites réunions. C'est très efficace à ce niveau-là. Et moi, je l'utilise régulièrement avec mes collègues pour mettre au point certaines choses. Mais c'est pas une plateforme pour donner des cours. On avait été Gritty avant à HEC. Semble-t-il que ça ne fonctionne pas comme on voudrait. On nous dit que Zoom, c'est pas sécure du point de vue du data, etc. Donc, tu vois, c'est ça, se démerder, quoi. On va se démerder, on va apprendre, on va faire des katas et puis on va y arriver. Moi, je connais pas VIA encore, j'ai pas pris le temps de l'apprendre, puis je vais le prendre parce qu'il y a beaucoup de gens dans le chat qui disent que VIA, c'est vraiment bien. Il y a des gens qui disent là, que c'est vraiment utile. Tu vois, on a Manal qui nous dit VIA est excellente, j'enseigne depuis quelques années, on arrive à avoir un enseignement stimulant. Bon. Fait que ça, tu me stimules, Manal. Je suis vraiment stimulé de ce que tu dis parce que sinon, moi, j'utilise Meet actuellement parce que c'est ce qu'on a au bureau. Oui. Ce qui est le fun avec Meet, c'est qu'on peut voir tout le monde. Tu vois, on fait des town halls au bureau, on est comme 80-90 personnes, on voit tout le monde. Même si on les voit en petit, ça fait du bien de voir les gens. Puis, tu vois, dans mon cours de MBA, j'utilise Team, on est 20, je vois tout le monde. Puis je le vois quand quelqu'un ne comprend pas. Je le vois quand ça dérange quelqu'un. Puis tu le sais comment je suis là, quand je vois quelqu'un qui n'écoute pas ou qui fait une face dans un cours. Je n'ai pas le choix de l'interpeller. Dans le cours. Puis une tendance, je ne sais pas si tu as vu ça dans tes cours. Ça, c'est une tendance qui n'arrivait pas dans le monde réel. Les gens boivent des verres de vin puis des bières pendant les cours. Ah, tu vois, regarde, on fait ça. Ouais, mais nous, c'est un apéro, on a le droit. Là. Nous, on a le droit. Mais toi, qu'est-ce que tu en penses de ça? Un verre de vin pendant un cours, qu'est-ce que tu en penses? Bah, si ça déraille pas, ça me dérange pas. C'est pas à moi, grand amateur de vin, que tu vas dire ça, mais à un moment donné, l'objet n'est pas la prise d'alcool dans le cours. C'est quand même, il y a une certaine tenue et puis tu es là quand même pour transférer une partie de matière, d'avoir une discussion académique. Mais regarde, quand j'étais en agence, à un moment donné, ça bloquait tellement que oui, il fallait un peu faire affaire aux émotions et stimuler les émotions avec toutes sortes de choses, en particulier avec une bière ou avec un verre de vin. Mais je pense que dans un cours, je ne sais pas. Je l'ai vu, en tous les cas, je l'ai jamais essayé, mais on ne sait jamais. Hein, je suis encore jeune. Ben, effectivement, oui, absolument. Puis Claudie, là, qui nous parlait qu'elle a fait un lightboard maison. J'aimerais ça, Claudie. Puis là, je m'excuse, je cherche ton commentaire. Je voulais l'afficher, mais je ne le trouve plus. Ouais. Et si tu pouvais nous en dire plus dans les commentaires, Claudie, j'aimerais beaucoup ça, que tu me dises comment faire ça. Puis sinon, il y a une autre personne qui nous dit que il y a un gros fervent de Teams là, que j'ai vu, là, Teams all the way. Là. Tu vois, on a Roger qui dit Teams all the way. Oui, donc, je crois qu'on peut faire. Je crois qu'on n'est pas, on n'a pas encore saisi toute la machine de Teams. Moi, j'ai pas encore bien travaillé avec Teams. Teams, il y a des choses intéressantes. Tu sais, mon affaire que je te parlais tantôt, qu'on rencontre des entreprises, après ça, on fait des sous-groupes, on s'en va les voir dans leurs sous-groupes. Ça, Teams est vraiment bon là-dessus. La structure, tout ça. C'est comme quand tu es à HEC puis tu as la grande classe. Puis tu as les petites salles de travail à côté. On arrive à reproduire ça virtuellement. Et pour vrai, c'est vraiment bien. C'est ça. Moi, j'avais des examens par groupe d'étudiants et des rencontres avec des entrepreneurs et ça s'est très bien passé de ce point de vue-là. Mais c'était des petits groupes, c'était pas beaucoup de gens. Voilà. On a Marie-Frédérique aussi qui nous dit qu'elle amène son vin dans un thermos à l'université, même dans le monde réel. Voilà. Donc, au moins, le professeur ne le sait pas, c'est bien. Exactement. Puis, j'étais curieux parce que, bon, là, on parlait que tu étais justement en train de redesigner un programme qui avait déjà beaucoup de succès. Donc, déjà, c'est un contrat en soi parce que redesigner quelque chose qui est déjà quand même qui est déjà très bien, c'est un défi.
Marie-Frédérique dit qu'elle ne fait pas ça, elle a gradué. En tout cas, là, regarde, en tout cas. Mais je serais curieux, toute son vie en ce moment, est-ce que tu penses qu'il y a des choses que tu vas vouloir? Bon, là, évidemment, en septembre, on ne sait pas si on va enseigner à distance ou pas à distance. Là, mais mettons, on s'imagine un monde où on pourrait enseigner en présentiel. Y a-t-il des choses que tu penses que tu voudrais intégrer de toutes ces nouvelles, de tous ces apprentissages-là dans un modèle hybride? Comment tu vois ça? Y a-t-il des choses que tu penses qui pourraient être intéressantes pour ce nouveau programme-là, justement? Ben là, tu parles de deux choses. Est-ce que tu parles de... L'hybridation de nos deux sujets en ce moment. Là. Oui, c'est ça. Mais moi, ce que j'ai envie de regarder au-delà de la crise qui se passe et de la façon dont on s'adapte à cela en ce moment dans l'enseignement, il y a plus haut que ça, je peux dire, en amont de ça, il y a aussi, je sais pas comment je peux dire ça sans foutre le bordel, mais c'est la crise dans l'enseignement lui-même, c'est-à-dire que c'est l'enseignement aussi qui doit comment dire, se recalibrer, en tous les cas, bien se regarder de façon à être plus adapté à des réalités qui sont les nôtres actuellement. Moi, je suis assez, des fois j'ai peur et des fois je suis fasciné par l'hyper-médiatisation et par l'absence de gestion de tout ça, finalement. Et le rôle de l'université là-dedans, c'est un peu de mettre de l'ordre, c'est un peu d'y voir clair, c'est un peu de bien s'appuyer sur, à la fois sur des nouvelles approches, intégrer forcément l'intelligence artificielle, les nouvelles réalités numériques, et aussi faire contenu du cours. Les contenus de cours, absolument, absolument, et aussi voir à ce que on ne laisse pas pour compte un humanisme de base nécessaire, non seulement à l'enseignement, mais nécessaire à revisiter les sociétés. Aujourd'hui, on constate bien, et puis sans faire un procès à quiconque, mais on constate bien qu'on est dans un cul-de-sac à ce niveau-là, et que cette crise, je l'espère, sera salutaire si on peut en tirer des enseignements qui soient importants pour la refonte de quelque chose de neuf. En tous les cas, on souhaite ça à nos enfants et nos petits-enfants. C'est bien beau. C'est bien beau cet enseignement formel, mais il faut revoir le principe même de la chose qui s'enseigne. Et puis c'est vrai ce que je dis, je pense, pour l'enseignement, mais c'est vrai pour la société, c'est vrai pour le système de santé, c'est vrai pour le système du commerce, le système vous voyez où est-ce que je m'en vais? Enfin, c'est sûr que les gens qui me connaissent savent que j'ai un peu ce côté-là, un peu côté grande gueule humaniste, qui a envie d'imposer, sinon imposer, du moins tenter quelque chose au niveau d'une refonte de l'humanisme au sein de l'enseignement. Pourquoi est-ce qu'on n'enseignerait pas? J'ai été luncher l'autre jour avec une prof de philo. Pourquoi la philosophie n'est pas présente même dans l'enseignement du commerce, alors que jadis elle s'est faite sous Montesquieu. Il y a eu ces grandes interrogations. Le commerce était porteur de civilisation, était porteur de culture. Omar Aktouf faisait de la philosophie. Omar Aktouf faisait ça. Mathieu l'a eu comme prof, et c'était un de ses plus grands profs, bien entendu. Il faut ramener ces dimensions-là, parce qu'on ne peut pas simplement et singulièrement les arrêter à un cadre très strict, que ce soit en marketing, en comptabilité, en gestion, et même en innovation, parce que c'est pareil. Chacun encore est en train de se scléroser à l'intérieur de clusters qui sont, à mon avis, assez étouffant à ce niveau-là. Et alors que que cette technologie-là peut nous en amener plus d'humanisme. Je le pense sincèrement. Je le pense sincèrement parce que si je prends mon propre exemple, puis bon, on m'a beaucoup reproché d'être peut-être un peu trop sur les
sur les médias sociaux, mais moi, ça m'apporte quelque chose, ça m'ouvre à quelque chose, ça me montre des réalités qui n'étaient pas les miennes jadis, moi qui suis un lecteur de journaux, qui suis un journaliste, qui suis plutôt un type d'opinion, etc. Donc, mais là, ça m'ouvre à d'autres choses, puis ça fout le bordel, dans le fond. Puis c'est nécessaire, puis on sent que les jeunes ont envie de faire ça en ce moment, de nous mettre ça dans la face, de dire qu'est-ce que vous nous réservez pour plus tard. Alors pour l'instant, ben, ils s'organisent des enseignements parallèles qui sont probablement très nécessaires. Tu peux m'amener sur ce terrain puisque tu sais de quoi je veux parler, mais ça c'est bien parce que ça bouscule et tout ce qui bouscule est nécessaire. Tout ce qui bouscule est nécessaire. Il faut bousculer l'enseignement aussi. Oui, parce que c'est un secteur, honnêtement, pour venir, moi, du domaine privé, quand je vais être chargé de cours à HEC, ça va faire 12, peut-être 14 ans que j'enseigne à HEC. Ah ouais. Et des fois, je trouve ça un peu, le changement se passe pas vite. Donc, oui, moi, c'est drôle parce que HEC le changement dans les contenus se passe. Mais, mais ça a rarement été une censure pour moi. Et c'est probablement pourquoi je suis aussi avec cette école. Ils sont assez ouverts au niveau bon, il y a des programmes, il y a des diplômes, il y a des structures évidemment académiques, mais à l'intérieur de ça, le prof a quand même une très grande liberté de manœuvre, beaucoup plus que ce qu'on peut penser à l'extérieur. Mais c'est les profs qui l'exploitent peut-être pas cette liberté de manœuvre comme ils devraient pouvoir le faire. Et ça, je pense quelque chose sur lequel il faut réfléchir. Oui, ça peut aller. Jean-Marc, il y avait Nathalie Hood qui nous demande, pourriez-vous développer sur ce que vous appelez l'hypramédiatisation? Oh, bah oui, bien sûr. La question. C'est-à-dire que si t'es pas média, t'es rien. Puisque aujourd'hui, tout passe par le média, y compris la politique et ça fait longtemps qu'ils ont compris, mais je veux dire, là, on est véritablement dans tous les modes. Et tous les modes, c'est l'hypramédiatisation, c'est la récupération systématique de la chose, c'est-à-dire par les gens qui sont très habiles à détourner les discours, à détourner l'émission, et puis ce qui arrive à la vitesse grand V sur la table des auditeurs. Pour les journalistes, du moment, c'est un véritable cauchemar, parce que faire le tri entre les bons et les mauvais, c'est très difficile. Et puis, on a accès à tout. Maintenant, on nous annonce même quel sera le contenu de la conférence de presse que le ministre a donné tantôt. Alors, avant. Donc, on est véritablement, puis si on ne l'a pas, on n'est pas content. Et comment ça se fait qu'il n'a pas tweeté? Attends, on a le avant, on a le avant, on a le pendant, on a le après, on a la critique. Oui, on a la critique. Oui, alors l'hypramédiatisation, c'est tout ça, mais c'est vrai dans le marketing, c'est vrai dans les sciences, c'est vrai dans la vie quotidienne, dans les recettes de cuisine, dans tout. Et on apprend avec YouTube. Aujourd'hui, c'est YouTube qui t'apprend à faire du pain. Hein, on s'est tous mis à faire du pain, mais moi, j'ai appris avec YouTube. Parce que mes filles m'ont dit, papa va sur YouTube, il y a tout sur YouTube. Ben oui, c'est ça. Et puis c'est marrant, puis tu le fais, ça marche. Alors, on est d'abord média. La première chose qu'on fait le matin, même avant d'aller faire pipi, c'est de regarder son sel et de dire, est-ce que quelqu'un m'a écrit comment il n'a pas répondu, n'a pas liké mon post, comment ça se fait, qu'est-ce que j'ai pas été assez bon, etc., etc. On est d'abord média. C'est pour ça que dans une refonte, le média doit prendre l'importance qu'il prend comme phénomène social et non plus exclusivement comme phénomène technologique ou comme phénomène tout simplement de marketing, d'atteinte d'audience, etc. Même pire que ça, je veux dire, moi je dis tout le temps dans mes cours de médias, justement, et je vais probablement dire ça dans ton DESS d'ailleurs, en passant, fait que si t'es pas d'accord, ça serait bien que tu me le dises. C'est ton DESS à partir de maintenant, hein? que toute entité aujourd'hui doit être média, dans le sens où toute entité, qu'elle soit d'un humain, d'un brand personnel jusqu'à les plus grandes organisations et tout ce qui est entre les deux, ont la responsabilité de faire connaître leur message, ont le fardeau de faire connaître leur position. Et c'est leur responsabilité, c'est la seule façon qu'ils puissent le faire. Donc, tout le monde est média. Et toutes les entreprises deviennent des médias. On voit bien Coca-Cola à refaire complètement sa hiérarchie du département de marketing qui ressemble beaucoup plus à une salle de presse qu'à un département de marketing. Donc, et c'est tout à fait légitime puisque tout passe par là maintenant. Donc ça c'est une chose dont il faut tenir compte. Et si c'est ça la réalité. Maintenant, le grand doute, c'est que
les grandes entreprises sont douteuses. Ok, il y a une méfiance. Donc la méfiance vis-à-vis du marketing, qui est parfois une méfiance légitime, hein, ok, ben, il faut la combattre, il faut l'amener, il faut tweeter ça pour arriver dans un système de confiance. Évidemment, c'est pas évident, surtout que les publicitaires sont les premiers à faire des grosses conneries. Donc, c'est sûr que ça n'amène pas de l'eau au moulin. Mais alors là, il y a tout le phénomène marketing, tout le phénomène de la publicité, il y a tout le phénomène du fake news qui est un bordel total parce que les gens font plus la différence entre la publicité, la nouvelle, etc. Et puis, est-ce que la publicité par nature, c'est pas déjà un fake news au départ? Parce que c'est en tous les cas, on a mis la caméra où on voulait bien la mettre. Alors, vous voyez, ça lance un débat de société. Et l'université, et l'université, c'est la place pour avoir ce débat. C'est la place pour en parler, c'est la place pour amener des points de vue, c'est la place pour refaire de la théorie, etc., parce qu'on a les études, parce qu'on a des doctorants et des docteurs hyper brillants qui s'éclatent là-dessus et qui obtiennent des résultats. Pour ne citer que le grand Francis Gosselin, il est très bon là-dedans et il nous a amené. Il faudrait l'inviter à un moment donné, je pense. On n'aura pas le choix. Là. Ben, bien sûr qu'il faut l'inviter. Mais moi, j'aime ça parce que, oui, on s'engueule, oui, tout ça, mais il y a cet échange de points de vue, il y a ce besoin de revisiter complètement même quelque chose qui s'appelle l'enseignement et c'est fondamental. Et c'est bien qu'on en discute. Un cours, ça peut pas être pas plate. Moi, si on n'a pas des points de vue opposés dans mon cours, mais je m'emmerde. Et je dis, attends, vous n'avez pas d'avis, vous n'avez pas d'opinion. Moi, je leur fais faire une rédaction comme à la petite école dans laquelle je veux qu'ils dégagent leur propre opinion et me faire une disserte. Alors, je leur propose soit un essai, soit une chronique, soit un billet même, un billet d'humeur. Tiens. L'exercice de s'inventer une opinion. Tu sais, oui, moi, j'adore ça. Oui. Vincent, un prof de droit, voyons, je peux pas croire que j'ai son nom de famille, ça n'a aucun sens. C'est pas grave, c'est l'âge. Merde. Vincent Gautret. Pardon. Vincent Gautret, meilleur prof que j'ai eu, prof de droit à l'Université de Montréal. Il nous faisait faire des débats où il nous imposait le point de vue. Tu sais, puis moins tu voulais un point de vue, plus il te le donnait. Et ça, c'est intéressant justement de se mettre dans les. Ça t'oblige à te mettre dans les souliers de l'autre et de voir comment il voit la situation. Ça, c'est juste à l'université, on dirait que tu peux faire ce genre de choses. Mais absolument, et avec mon ami Michel. Oui, vas-y. Tu comprends? Je veux des étudiants qui me challengent à l'université. Évidemment qu'il faut. Évidemment que ça prend ça. D'ailleurs, parce que sinon, c'est vraiment plate. J'en ai un qui me challenge beaucoup dans mon cours ces temps-ci, pas plus tard que tantôt, on a un cours ensemble. Nicolas ici qui me dit, sans choisir, tu sais, il dit que l'enseignement en ligne en ce moment est plus intense, intéressant par le nombre de questions, puis qu'il y a plus d'échanges. Mais ça, c'est, tu sais, là, c'est un programme de MBA, justement. Fait que c'est sûr qu'au MBA, c'est des crinqués, là, excuse-moi l'expression. Les gens qui font un MBA, c'est des surhumains, là. Je veux dire, en général, ils travaillent le jour, ils travaillent la nuit, la fin de semaine. C'est des fous, les gens qui font des MBA. Fait que, j'ai un respect profond pour eux, mais ils sont tellement intéressés. Des fois, quand tu arrives dans le bac, tu n'as pas la même énergie non plus. T'sais, on va se dire les vraies choses. Là. Non, puis les cours de bac sont formatés dans une certaine façon. Puis moi, quand je leur dis de préparer les questions, les choses comme ça intimide les gens finalement. Puis ça sort pas. C'est comment on stimule la spontanéité, quoi. Moi, ce que je veux aller chercher, c'est la spontanéité, parce que c'est là qu'il va se passer quelque chose d'intéressant dans un cours. Et ça arrive quand même relativement souvent, mais c'est vraiment là que tout le monde tripe. Moi, je fais des séances de coaching groupe par petit groupe. Et au départ, il dit, oh là là, ça va être chiant, la séance de coaching. Finalement, à la fin de la session, il dit, mais monsieur, on a adoré les séances de coaching. Tu sais, on a l'impression qu'on peut déjà un peu appliquer la matière, nanana. Ah, mais je fais juste mon boulot, gamin, là. Tu sais, c'est juste d'amener les gens à être à l'aise avec la machine, quoi. On t'apprend le solfège pendant 20 ans, puis t'as pas le droit de toucher au piano. Ça n'a pas de sens, tu vois. Ma fille, elle a commencé par jouer du piano. Le solfège, elle l'a appris à 18 ans ou à 20 ans.
Puis tu as vu un certain Mathieu Streliski ici qui nous dit au Oui. cégep aussi, messieurs. C'est Oui. le fun de débattre avec ces jeunes-là. Martin Ouellette pourra en témoigner. Bon, j'en suis certain. Tu sais, Mathieu, là-dessus, Martin Ouellette comme prof au cégep. Ouais, c'est ça. On s'entend que t'es gâté là, quand t'as Martin Ouellette comme prof au cégep. Oui, je comprends. Hein. Martin, c'est le genre, tu sais, il te laisse pas tranquille. Je pense que j'ai eu 2 tweet fights dans ma vie, puis c'était avec Martin Ouellette, là, que j'ai eu les deux, genre. Tu sais, il aime s'engueuler, il aime se challenger. C'est ce qui est génial avec. Et c'est pour ça que je trouve que les. Et au bac, tu arrives à avoir ça quand tu les provoques un peu, justement. Mais je trouve que des fois. Puis c'est l'âge aussi. Tu sais, mais avec les dates, tu vas y arriver. C'est les filles au bac, là. Je m'en foutais un peu, là, pour vrai. Il y a seulement quelques profs qui ont réussi à m'interpeller réellement au bac. Tu sais, encore faut-il que tu ailles ce prof-là qui vient te chercher, là. Formation. Formation. Oui, tu veux qu'on parle du DSS, là? Hein? Ben là, on a parlé du DSS, mais globalement, situer un peu l'enseignement dans... Quoi? Ben, oui, dans le sens formation, dans le sens que, tu veux dire, dans le sens que toutes les, en fait, toutes les gens qui font de la formation actuellement, comme ils sont en train de se réinventer. Oui. Ben, c'est parce que, oui, c'est parce que on se situe dans un univers concurrentiel. On dit toujours, ils font concurrence, les universités, les médias, les différentes écoles. Non, c'est pas concurrence. J'ai pas envie. C'est une concurrence nécessaire, mais aujourd'hui, on sait très bien qu'il faut apprendre avec ses concurrents. Je veux dire, ça, c'est une chose que j'ai apprise de la pratique même de la pub, où dans le fond, tu fais la pub de Coke, mais tu sais très bien ce que fait Pepsi, et Pepsi, c'est ce que tu fais, et McDo et Burger King. Enfin, il y avait, ou les bières, il y a quand même un entendement concurrentiel qui est nécessaire. Et puis, évidemment, il y a la stimulation de la concurrence. Mais aujourd'hui, c'est d'abord ça. Chaque université travaille pour son truc, pour sa marque. Moi, je travaille pour l'enseignement. Je suis fier de la marque. Je suis fier d'HEC. Je suis fier de brander l'ESS. Mais globalement, qu'il y ait des types de formations. Il y a des formations qui sont ce que j'appelle des formations d'opinion. C'est-à-dire, c'est l'opinion du moment ou l'opinion de grands professionnels qui maîtrisent bien une discipline en particulier et puis qui s'en vont dans un type de tribune, où là, on est un peu dans, comment dirais-je, c'est pas du tout péjoratif ce que je veux dire, mais on a la recette du moment qui est donnée par le meilleur chef ou la meilleure chef du moment dans un cadre précis. C'est tout à fait nécessaire, c'est tout à fait souhaitable. Il y a aussi des écoles beaucoup plus spécialisées en communication, ou en design, ou en créativité, etc. C'est très bien. Mais l'université, elle est autre chose. L'université, c'est un peu ce que je disais tantôt, c'est elle qui doit un peu agréger tout ça et arriver à hybrider, agréger et à ressortir quelque chose qui doit formellement aussi quelque chose, s'appuyer sur la science. On n'imaginerait pas actuellement que dans la crise du Covid, qu'on ne s'appuie pas sur la science, même s'il y en a qui seraient tentés de le faire et qui le font, malheureusement. Et qui le font, mais c'est idiot. Eh bien, dans l'enseignement, c'est la même chose. Dans l'enseignement, il y a des sciences, il y a des disciplines et il y a des sciences. Il faut respecter ça. Et il y a des endroits pour la science et il y a des endroits pour ces hybridations, pour la pratique, pour tout ce qu'on vient d'expliquer là. Et je crois que c'est ça le rôle actualisé, le rôle contemporain d'une institution d'enseignement. Moi personnellement, c'est ce qui m'anime en tous les cas le plus. Tu comprends? J'avais envie de faire ce point parce que j'ai pas envie d'être compétiteur. J'ai pas envie que mon diplôme soit un diplôme de compétition contre les autres. Les autres font ce qu'ils font et je les respecte. J'ai envie que mon diplôme soit, oui, un très bon, sinon le meilleur diplôme de la catégorie. Mais ça, c'est normal. Ça, c'est un sens normal de la chose. Mais parce que tu as le désir de faire, de former des gens, c'est ça qui t'anime. Tu veux dire, c'est pas l'aspect pécunier qui t'anime, c'est l'aspect. Non, pas du tout. Je te rassure. Et crois-moi, c'est pas le. Tu garderas ton salaire de changer de cours. Je ne vais pas parler salaire, d'ailleurs. Non, pas l'aspect pécunier, j'ai compris. On ne devrait pas prendre l'apéritif, je te l'avais dit. Alors,
non, écoute, moi, c'est pour ça que je te dis, je prends juste une bière parce que là, je donne un cours après. Fait que là, je me suis limité. J'en ai pas, d'habitude, j'en amène deux, mais je l'ai amené juste une. Puis là, pour terminer, là, Jean-Jacques, là, je veux dire, tu es un enseignant, mais tu es surtout un. Ben, ton enseignant, c'est comme ta deuxième carrière. C'est comme le cadeau que tu te fais après ta carrière de publicitaire, finalement. Oui. Puis, je serais curieux un peu, j'aurais le goût de te poser une question un peu de fermeture pour te demander, tu sais, c'est quoi y a-tu des marques ou des situations qui t'ont ému, qui t'ont touché, que tu as trouvé smart, que tu as trouvé intelligent dans toute cette merde qu'on vit actuellement? Y a-tu des marques qui ont fait des choses qui t'ont allumé, tu veux dire les marques, au contraire, les grandes marques? Les grandes marques. Moi, quand le jupon dépasse, ça m'énerve un peu. On sent qu'il y a un intérêt s'il y a un intérêt quelque part, et puis ça se sent. Mais il y a probablement, il y a sûrement des gens qui ont envie aussi de changer des choses de les marques. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est de casser cette méfiance qu'il y a envers les marques, parce que dans les marques, il y a des succès impératifs au niveau commercial, et ça dérange énormément de gens, à commencer par les journalistes, qui parlent des deux côtés de la bouche, parce que d'un côté, ils aiment pas la pub, d'un autre côté, ils aiment pas Facebook et ils aiment pas Google parce que ça prend les revenus de la pub des médias. Alors, faudrait savoir ce qu'on veut dans la vie quand même. Et parce que moi, j'aime qu'on paye pour de la nouvelle. J'aimerais qu'on paye pour un journaliste. J'aimerais qu'on paye pour un journal, comme on faisait jadis. Mais c'est parce que justement, tout le monde a laissé aller. Alors, dans les bons coups, tu sais ce qui fait le plus plaisir? C'est les commentaires des étudiants dans les fins de session. Toi, monsieur, j'ai appris à aller plus loin. Vous m'avez montré un chemin. Je vais l'essayer, etc. C'est des commentaires qui t'incluent non pas en tant que seul prof, mais en tant qu'humain. Et t'as fait. Et moi, j'ai l'âge que j'ai. Et c'est ce que j'aime faire, ça s'appelle « Je suis un passeur » dans le fond. Mon ami Miguel Auboui dit « Jean-Jacques, tu es un passeur de surface ». Ça pourrait être péjoratif. Oh, j'adore ça. Mais ça, c'est le curling, ça? Je sais pas. Quoi? Non, je connais pas le curling, je suis pas très doué là-dedans. Mais non, mais il dit parce que vous, les publicitaires, vous avez cette espèce de facilité. Comme dans la superficialité un peu, là. Oui, de surface, mais être à la surface des choses, c'est au top de la forme, comme on dit. Hein. Le fond, c'est ce qui remonte à la surface, disait Victor Hugo. Donc il faut voir que c'est à cette surface-là que je fais allusion et que Miguel aussi le fait sans doute. Mais oui, il faut qu'il y en ait des passeurs. Il faut qu'il y ait des gens qui arrivent à transférer, qu'il y ait des gens qui arrivent qui réussissent justement le coup de la passe. C'est pas toujours les marqueurs qui sont importants. Ceux qui font les passes aussi, ils sont terriblement importants, toi. Et moi, je sens que je suis un gars qui fait des passes. Voilà. J'ai envie d'être ça sur la fin de mon parcours. On a 2-3 questions ici, là. Puis il y a Marie-Frédéric, là, celle qui met du vin dans son thermos à l'université, qui nous demande, puis elle veut poser la question, là, elle veut foutre la merde un peu dans notre apéro en demandant la question: pourquoi Cossette a eu le mandat quand on dit d'encourager local et québécois? Le mandat gouvernemental, oui, c'est juste ça? Ce qui dérange, c'est pas tant la somme que le fait que Cossette ne soit plus dans sa québécitude d'origine. Ouais. Je vous dirais confidentiellement que ça m'emmerde un peu aussi. Mais c'est pour le ceux qui ne savent pas que Jean-Jacques est un des premiers, est-ce qu'on peut dire fondateur de Cossette? Ah, de cofondateur, on était plusieurs. Non. Mais moi, c'était à Montréal. Ah, mais je précise. Mais oui, on a raison de s'offusquer, effectivement, s'offusquer. Non, le terme dépasse ma pensée. Mais c'est vrai qu'on a raison de s'interroger, en tous les cas. Il ne demeure pas moins que Cossette a ses bases au Québec, a toujours ses bases, a sa racine au Québec, a sa culture au Québec. J'ai fait venir dans mon cours des gens de Cossette à l'occasion, bien entendu, et je ne suis pas dépaysé quand ils viennent de la culture qu'a fait le produit d'origine de Cossette, qui est la communication et la stratégie. Ça ne me dérange pas. Deuxièmement, Cossette fait travailler des médias d'ici. Cossette fait travailler énormément de médias d'ici. Attention, on veut de la pub ou on n'en veut pas de la pub?
C'est 45 millions. Non, c'est 15 millions par an. Est-ce qu'on peut déjà ramener les choses un petit peu plus prosaïquement et de voir un peu le travail qui va se faire? Parce que c'est vrai que la crise n'est pas finie. Hein, loin de là, malheureusement. Et qu'il y aura énormément de travail à faire maintenant, juste après, et surtout pendant un certain délai. Et je crois que quand la publicité est bien faite, sur des bases qui sont des bases saines, elle a tout lieu d'être ici. Alors, c'est vrai que c'est un peu plate que Cossette n'appartienne plus à Cossette sur les bases vraiment prosaïques, qu'elle est plus américaine maintenant qu'elle n'a jamais été, enfin qu'elle a peut-être été un petit peu à un moment donné, mais je veux dire, c'est injuste aussi de dénigrer cette situation quand on n'a pas tous les tenants et tous les aboutissants de cette chose. Il n'y a vraiment pas juste du mauvais là-dedans, mais c'est vrai que ça titille un petit peu. Ça titille un petit peu. L'hyper-médiatisation, c'est ça, c'est que la caméra n'est que sur ce bord-là. La caméra est dans le scandale que c'est. La volonté de mettre. On a aussi Olivier Thibodeau, Thibodeau, qui nous demande une question en tant qu'ancien étudiant du DSS. Que penses-tu du mouvement qui a démarré aujourd'hui pour supporter les médias locaux? Je crois qu'il est très sain. Je crois qu'il est très sain et je crois que là, le Québec fait appel à ses réflexes. Il y a il y a dont Martin Ouellet qui m'écrivait tantôt parce que bon, la game n'est pas jouée parce que là, c'est à l'Association canadienne des annonceurs. Mais bien entendu, mais attendez, du temps de Jacques Bouchard, la game, elle n'était pas jouée. Qu'est-ce qu'il a fait, Jacques Bouchard? Il a rassemblé les énergies québécoises. Il a rassemblé le talent québécois. Moi, je suis persuadé qu'au Québec, on avait le talent de bien rivaliser avec les GAFA. Tu dis, attends, il est fou, Streliski, qu'est-ce qu'il boit, celui-là? Non, on l'avait. On a tout ce qu'il faut au niveau de la capacité numérique. Pourquoi l'intelligence artificielle s'installe à Montréal? Pourquoi les jeux vidéo s'installent à Montréal? Pourquoi, justement, on a tant de succès dans les entreprises innovantes et créatives? Montréal est devenu un pôle de la créativité. Et vous croyez pas qu'on n'a pas le talent qu'il faut pour rivaliser avec ça? Certainement qu'on l'a. Maintenant, c'est une question de confiance en soi. Est-ce qu'on peut le démontrer aux autres? Certainement. Puis des fois, ça prend peut-être des situations comme celle qu'on vit en ce moment pour donner le coup de pied dans le derrière final, pour finalement se fédérer pour de vrai. Tout à fait. Intéressant, merci. Puis il y a un certain Mathieu Streliski ici qui et Francis qui font des bonnes blagues en ce moment. Je ne sais pas si tu as vu le. Non, je ne regarde pas parce que sinon, ils me voient. Quoi? Scottie Pippen de la pub? Tu connais pas Michael Jordan? Si, oui. Pippen, c'est celui qui faisait des passes, les meilleures passes de la NBA. Là. Oui. Si. Donc, définitivement. Puis on a même parlé ici de faire un last dance de Cossette. Là. Donc, c'est le documentaire sur les Bulls. Oui, bien sûr. Où on pourrait faire la version Cossette de cette. Bref, vous tenez à me ridiculiser davantage, c'est bien ça? Moi, c'est sûr que j'étais plus Magic Johnson à l'époque, là, mais disons que Scottie Pippen, c'est vraiment bien. Là. Je dirais, t'as pas à avoir honte de te faire traiter de Scottie Pippen. Fait qu'écoute, merci vraiment d'avoir été là avec nous. Puis, ça fait plaisir. Vraiment, merci, toujours extrêmement intéressant. Puis merci pour ta confiance aussi. Puis écoute, comme tu sais, je vais être avec toi pour ce fameux DSS en communication marketing version 2.0. On va shaker la baraque, comme on dit, puis on va avoir du fun. On va avoir du fun, puis on va donner du fun aussi à nos étudiants. Puis ça va être mémorable, je suis certain. Merci. Je t'embrasse. Puis moi aussi. Salut. J'ai hâte de te voir en personne. Ciao. Salut.